Récits, le podcast qui résonne, ou comment nos histoires et nos récits nourrissent notre imaginaire et notre trajectoire. Récits, un podcast créé, produit et présenté par Sophie Mauriac et Olivier Mardy. Réalisation et création sonore, Paul-Éric Rouvière. C'est un micro. Oui, parce qu'on accueille les gens comme ça, c'est le début. Ah, d'accord. C'est le début de l'aventure. Je te guide. Pardon. Oui, je suis trempé, enfin c'est l'enfer. Là. Tiens, donne ton manteau, on va te mettre Ouais. là. On va te réchauffer, on va te... Bonjour Florence. Bonjour Olivier. Ce matin, nous accueillons Florence Dormois, productrice à Scarlett Productions. Alors Florence, dites-nous quelles sont les histoires, les inspirations qui ont nourri votre vie et votre trajectoire. Oh, c'est vaste. Je pense que ce qui m'a nourri au départ, en tout cas, parce que je trouve que tout au long d'une vie, en tout cas d'un morceau de vie, on est nourri par notre enfance. Et pour ma part, moi j'ai évolué dans un monde où la musique était partout. J'ai grandi dans une famille avec un père chanteur d'opéra, une maman professeur de musique mais aussi pianiste. Et je pense que ça a été assez déterminant, en tout cas dans le rapport au monde, dans une forme de goût pour le beau, pour ce qui peut transcender le réel aussi. C'est-à-dire quand on a un père qui est dans la musique complètement, dans la passion aussi, parce que j'avais des parents qui étaient dans une bulle, qui étaient passionnés par la musique, parfois peut-être trop pour les enfants que nous étions avec ma sœur, parce que ils étaient vraiment totalement dedans et parfois un peu loin du réel aussi. Et je pense que ça m'a beaucoup nourrie dans une forme de désir, dans les années qui ont suivi, de transcender le réel et de créer aussi des mondes. Alors ça passait par la musique beaucoup, moi j'ai fait de la musique, et aussi par la peinture, et je pense que ce n'est pas un hasard si depuis des années, dans mon métier, je produis de la fiction. En fait, je raconte des histoires au travers de la fiction, et je m'attache toujours à créer une note, une couleur. Et c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée, c'est-à-dire la musique, pour moi, c'est une forme d'élévation. Alors, qui n'est pas aussi idéalisée que l'ont idéalisé mes parents, parce qu'ils étaient vraiment, et mon père n'est plus en vie, mais ma mère continue d'être comme ça dans son monde. Et je pense que j'ai toujours eu à cœur de décoller du réel un peu et de créer des mondes, de raconter des histoires, voilà. Donc je pense que ça a été assez fondateur. Après, il y a plein d'autres choses. Il y a la Méditerranée. Pourtant, je ne suis pas née, je suis née à Albi, dans le Tarn, mais il y a eu toute une période dans l'enfance où on a vécu à Toulon. Et puis moi, je viens d'une famille italienne par ma mère. Et la Méditerranée, ça me nourrit beaucoup encore aujourd'hui. La mer, évidemment. Et puis les odeurs du Sud, la végétation du Sud, l'appel vers les pays du Sud, c'est quelque chose qui est très fort pour moi. Est-ce qu'il y avait des histoires durant cette enfance qui vous suivent encore aujourd'hui, qui ont été marquantes ? Alors, dans la musique, je pense que j'ai été nourrie par un opéra en particulier qui s'appelle Péléas et Mélisande de Debussy, qui est une très belle histoire d'amour, mais tragique. Voilà, je pense qui m'a marquée. Et puis, étrangement, oui, il y a un film qui m'a beaucoup marqué, c'est Pinocchio. Et en fait, je parle de Pinocchio parce que
c'est une histoire en fait qui pour moi résonne en termes de transformation personnelle. C'est-à-dire que au même moment où j'ai découvert le film, alors c'était le film de Comencini, Oui. J'habitais donc à Toulon et ce qui m'a énormément marqué au même moment, c'est qu'il y avait à Toulon, ils avaient reconstitué une baleine, la taille d'une baleine en fait, dans laquelle on pouvait rentrer dans le ventre de la baleine. Alors c'était en fait, je pense que moi aujourd'hui quand je me le figure, je devais avoir, 9 ans, 8 ans, 9 ans, je le vois comme un truc merveilleux. Je pense que c'était une baleine je sais pas dans quel matériau, près du port. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'on entendait des cris de baleine à l'intérieur. Ils avaient mis une bande son avec des cris de baleine. Et puis je pense qu'il devait y avoir une expo à l'intérieur, mais ça je m'en souviens pas du tout. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est autour de l'introspection aussi. C'est Pinocchio, quand il rentre dans le ventre de la baleine, il en ressort, il est adulte. Enfin, il peut aller dans le monde après. Enfin, moi je m'en souviens comme ça, je l'ai pas revu, mais... Et c'est assez mythologique, quoi. Jonas, dans la Bible, il passe 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, je crois. Enfin, ce sont des histoires qu'on retrouve comme ça sur le revenir en soi et puis repartir vers le monde. Et je pense que ça m'a vraiment marqué, Pinocchio. D'abord, j'aime beaucoup l'idée de l'attachement pour ce petit pantin et qui va prendre vie. Enfin, voilà, personnage de Geppetto. Et ça me parle beaucoup aussi au travers de moments de ma vie où j'ai eu besoin de revenir à l'intérieur de moi-même pour pouvoir réaffronter le monde extérieur. Et une fois de plus, j'ai grandi aussi avec des parents qui étaient beaucoup avec un monde intérieur très riche, quoi. Et alors, comment êtes-vous passée de petite fille dans le sud de la France à, un peu après, productrice? Qu'est-ce qui vous a capté dans ce métier? Qu'est-ce que vous vouliez faire? Pourquoi vous vouliez raconter des histoires comme ça, ou produire des histoires? J'y suis arrivée aussi par des rencontres. C'est-à-dire, je n'ai pas décidé d'être productrice, je ne savais pas ce qu'était ce métier en réalité. Et moi, je voulais faire des études aux arts déco. Je voulais, parce que je peignais depuis l'âge de 5 ans et que j'ai continué à peindre jusqu'à l'âge de 32 ans. Après, je me suis un peu arrêtée, j'en ai plus fait beaucoup. Et puis... j'ai choisi une voie beaucoup plus sérieuse, suite à une discussion avec ma mère. Mon père était mort quand j'avais 14 ans, donc ma mère m'a dit « Écoute, la peinture, tu pourras toujours en faire à côté, fais quelque chose de sérieux. » Donc, dans un premier temps, je me suis orientée vers des études d'histoire, de droit, puis j'ai fait Sciences Po, donc voilà, qui m'a passionnée d'ailleurs. Donc j'étais plus dans Je parlais tout à l'heure du réel et du fictif, enfin, en tout cas, et j'ai plus choisi au départ... une voie qui était du côté du politique aussi, puisque j'ai travaillé à Matignon pendant 1 an et demi au sortir de mes études. Et en fait, ça m'a ennuyée. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, je sentais ce besoin très fondamental depuis l'enfance d'être plus du côté justement de la créativité, de l'imaginaire, justement, de créer des mondes, etc. Et donc... je suis devenue productrice aussi parce que j'ai échangé avec la personne qui dirigeait le service où j'étais à Matignon et qui m'a dit « Mais toi, je te vois bien productrice. » Bon, il me l'a mis un petit truc dans ma tête, comme ça, une idée. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte... j'ai appris sur le terrain, je suis rentrée dans une boîte de production et la première chose qu'on m'a donnée, c'était des histoires à lire. C'était une pile de scénarios, j'en ai jamais lu. Je lisais énormément de romans, mais... Et tout de suite, j'ai su que c'était là, en fait. C'était raconter des histoires. Et c'est vraiment la fiction qui me plaît. Je suis toujours aujourd'hui à la recherche de l'histoire qui va me bouleverser ou trajectoire d'un homme, d'une femme, de plusieurs personnages, voilà, des vies à raconter, en fait. À partir du moment où vous avez pris cette place de productrice, c'était se mesurer aussi par rapport à la capacité de créer vous-même des histoires ou d'en produire. Comment ce rapport à la fiction a évolué depuis 22 ans? Alors, il a évolué aussi au regard de l'image, c'est-à-dire qu'au départ, j'étais vraiment dans un rapport très littéraire au scénario. Je lisais des histoires, voilà, ce qui est déjà... On commence par une histoire. Un film, c'est d'abord une histoire qui peut être sur une page et... Moi, ce que je trouve assez merveilleux encore aujourd'hui, c'est de
par exemple, aujourd'hui, je lis une histoire sur 2 pages, elle me touche. Et puis dans 2 ans, il y a un film qui sort et qui touche des gens. Voilà. Mais ce qui a évolué Oui, je parlais de l'image parce que... ce qui a évolué d'une part, c'est que quand on progresse dans le métier en tout cas dans mon métier de productrice tel que je l'envisage, c'est-à-dire d'une manière assez artisanale, très investie. Moi, je m'implique vraiment jusqu'au bout du film, jusqu'au mixage, jusqu'à la musique. Tout est important. Et pour moi, le plus important dans tout ce que j'ai produit, et je n'y suis pas arrivée tout le temps, parce que c'est pas moi qui suis aux manettes complètement, c'est un regard d'auteur, une vision. On revient justement à l'idée d'un monde, d'un univers, d'une patte forte. Et ce qui m'intéresse vraiment, et ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est le regard du réalisateur ou de la réalisatrice qui va traduire en images. Et donc on oublie le scénario. Après, le scénario, il est sur une étagère, on s'en fiche, on le met à la poubelle, mais c'est vraiment la force de l'image. Et ce que j'aime dans mon métier, c'est que finalement, c'est un art très complet, c'est-à-dire ça réunit moi, mon goût pour le visuel, l'image, raconter une histoire, donc toute la force de la fiction, et puis la musique aussi, qui est très 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 importante. La musique est fondamentale. Et tout ce que j'ai pu... toute la nourriture que j'ai pu avoir en étant enfant, adolescente, et puis après, mais quand même beaucoup dans l'enfance où... Moi, quand je rentrais de l'école, il y avait de la musique, quoi. Soit ma mère jouait au piano, soit mon père répétait, quand il n'était pas à l'étranger ou ailleurs pour chanter. C'était omniprésent. Donc aujourd'hui, moi, quand j'aborde un film ou une série, la musique est tout aussi importante que la réalisation ou l'histoire qu'on raconte. Elle fait partie intégrante de la narration. Oui, elle est capitale pour moi. Ouais. Et justement, parmi tous ces scénarios, ces histoires réalisées et produites, quelles ont été les histoires qui vous ont particulièrement nourri, touché ? Je pense à 2 choses très très différentes, puisque j'ai aussi produit des fictions historiques, politico-historiques, donc ça c'est tout le côté études de sciences politiques, etc. Mais j'ai été très marquée par la rencontre avec une femme qui maintenant n'est plus de ce monde, mais qui s'appelait Sophie Tasma, qui était écrivain. On a eu une rencontre très forte, amicale. En fait, j'ai raconté à Sophie Tasma une histoire qui m'avait beaucoup marquée, qui était une histoire tragique d'un garçon dont les parents avaient disparu du jour au lendemain. C'était une histoire d'accident de voiture, hein, voilà. Bon. Et donc, quand je rencontre des auteurs comme ça, ça peut se passer de 1000 manières différentes. On peut partir d'un livre qu'on adapte, on peut partir d'une histoire que l'auteur veut raconter. Et puis aussi, il peut y avoir une discussion à bâton rompu avec la personne. Donc là, en l'occurrence, avec Sophie Tasma, on échange, et puis je lui raconte cette histoire. Et là, elle me dit, je vais écrire quelque chose là-dessus. Voilà, on en a fait un film et pour la télé. Et c'était vraiment... ce qui était très fort, c'est qu'évidemment, elle s'est appropriée l'histoire. Moi, je n'ai pas donné de détails, je lui ai raconté la ligne principale, ce que je viens de dire là. Et c'était évidemment extrêmement bouleversant, très fin. Et voilà, puis c'est une personne qui a compté pour moi, cette scénariste. Donc il y a eu cette aventure-là qui m'a beaucoup marquée. Et puis une autre totalement différente, c'est la rencontre avec un cinéaste qui s'appelle Pierre Schoeller, qui avait fait L'Exercice de l'État, qui avait fait Versailles avec Guillaume Depardieu, qui est pour moi un très bon cinéaste. Et j'ai produit un film dont je suis encore assez fière ça n'a rien à voir, c'est sur les nationalistes corses, c'est sur l'assassinat du préfet Erignac. Et Pierre en a fait un film qui s'appelle Les Anonymes, qui vraiment est très, assez puissant et très juste. Et en fait, ça peut paraître bizarre, mais ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est non seulement le propos, de parler d'abord de cette profonde injustice quand même, parce que ce préfet, il s'est fait buter dans la rue, de quelques balles, en allant au concert avec sa femme, du fait du combat nationaliste corse. Mais c'était aussi le fait d'aller en Corse. Moi, je parlais de la Méditerranée tout à l'heure. J'ai eu moi, j'ai absolument pas de lien de famille avec la Corse, mais c'est un endroit que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et la première production d'ailleurs de ma société, de Scarlett,
C'était en Corse. La première fois que j'ai produit un film, c'était Les Déracinés. C'était sur des rapatriés d'Algérie en 62 qui arrivent en Corse. Et voilà, et aussi du coup la naissance un peu du mouvement nationaliste corse à ce moment-là. Enfin la naissance, en tout cas la forme qu'il prendra plus tard et toute la violence des années 90 qu'on connaît. Et donc et le fait de retourner en Corse et et puis aussi de tourner avec des Corses, avec une équipe corse, sur les lieux où l'assassinat avait eu lieu. Voilà, donc c'est très différent du film écrit par Sophie Tasma, mais ce sont 2 expériences de production. Il y en a eu d'autres, mais qui m'ont beaucoup marqué. Il y a eu aussi un film qui m'a beaucoup... dont toute l'aventure depuis l'initiation du projet a... Enfin, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelait La Belle Personne, de Christophe Honoré. Et on est parti de quelque chose de très différent, parce que moi je voulais faire une adaptation de La Princesse de Clèves, qui est un roman que je trouve incroyable. Et puis je rencontre Christophe Honoré, il me dit tout de suite je veux le faire. Et puis en fait, pour des raisons économiques, on n'avait pas les moyens de faire La Princesse de Clèves en costume. Il est allé s'isoler avec son scénariste Gilles Torrent, et en 2 mois ils ont écrit un scénario de La Belle Personne, voilà. C'était un des premiers films avec Léa Seydoux, oui, je crois. Le premier film avec Léa Seydoux. Et comment ces histoires ont impacté, ont eu une résonance dans votre vie Comment ils ont participé à votre construction aussi personnelle ? Puisque de produire des histoires, ça impacte les autres. C'est aussi une rencontre entre vous et les auteurs. Oui, c'est vrai. Qui crée du lien. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a pu y avoir d'ailleurs des moments assez touchants. Je pense que ça va dans les 2 sens. C'est-à-dire, c'est aussi ce que je vis et ce que je traverse qui va faire que telle année, je vais plus m'orienter vers telle histoire qu'une autre. Voilà. Mais dans le sens d'aller vers l'autre et du lien que ça peut créer, il y a eu des expériences assez touchantes. J'ai produit pour Arte un film d'après un roman de Delphine de Vigan, qui s'appelait Les Heures souterraines, sur le harcèlement au travail. En l'occurrence, c'était autour d'un personnage de femme qui se retrouve vraiment mise au placard, et c'est toute la descente aux enfers. Enfin, ça a été réalisé par Philippe Arel, donc avec beaucoup de pudeur, de finesse. Et quand on a projeté ce film, on l'a projeté évidemment en France, et puis aussi on l'a projeté dans un festival en Espagne. Il a pas mal circulé. Les réactions des gens après la projection, il y a des gens en larmes qui disaient ah, mais ma fille a vécu ça, ou j'ai vécu ça, et qui retrouvaient dans le film l'impuissance qu'on peut ressentir quand on est mis de côté dans le milieu du travail. Là, en l'occurrence, c'est dans le monde de la grande entreprise, qu'a connu Delphine de Vigan, donc c'est une histoire qu'elle avait... Je ne sais pas si elle l'a vécue, mais en tout cas, elle connaissait très bien le sujet. Et qui parle de manière plus universelle de ce qu'on peut vivre quand on est rejeté, quand on est mis de côté, quand on devient invisible aux yeux des autres. Et puis, il y a aussi tous les liens qui se créent au cours du processus d'écriture. Moi, j'ai produit un autre film comme ça, autour d'un fait... d'une affaire qui a eu pas mal de retentissement en France, qui était l'affaire Elf, sur tous les détournements de fonds, et qui était autour de France-Afrique, enfin voilà. Et ça a été très intéressant aussi de rencontrer... on a rencontré le Floch Prigent, enfin voilà, qui était en prison pendant pas mal de temps, et qui était le héros de l'histoire. Et on a fait ce film sans concession. C'était pas un film... ça dénonçait quand même un scandale... Et sur ces histoires, pardon. Oui, pardon. Et ce sont de vraies aventures, parce que sur ce tournage en particulier, on avait plein d'avocats contre nous. Et même Omar Bongo a essayé, quand on a été tourné au Burkina Faso, d'interdire le tournage. Moi, je suis allée rencontrer la ministre de la Culture burkinabé. J'ai parlé avec elle pendant 1 heure. Elle a compris que c'était important de parler de ce sujet, que ça sorte. Donc, elle nous a laissé tourner. Enfin, voilà, ce sont des aventures humaines, beaucoup aussi, les films. Oui, et puis il y a un rapport plus ou moins distancié avec la réalité, même si c'est de la fiction. Là, ce sont des sujets réels, sur lesquels vous mettez une patte de fiction, un regard avec un auteur. Mais ceci dit, vous partez de faits réels. Est-ce que ça change justement
votre rapport à la fiction ou comment vous analysez Oui, alors c'est marrant parce que je parlais du réel tout à l'heure en disant que moi je cherche toujours un peu à transcender le réel et à créer des choses avec l'imaginaire des autres ou le mien. Et là, en l'occurrence, c'était en plus la première fiction française dans laquelle on gardait les noms des protagonistes, donc Mitterrand, Pasqua, Bongo, enfin ils sont tous dans le film, tous les protagonistes de l'époque. Ça suppose aussi d'ailleurs, petite parenthèse assez marrante, de trouver une dialoguiste qui peut faire parler Mitterrand de manière juste, et on en a trouvé une, enfin voilà, où il faut vraiment que ce soit juste. Et l'incursion dans le réel comme ça, moi ce qui me passionne c'est d'essayer de restituer ce qui a pu animer ces personnes au moment, vraiment au-delà du politique, de l'affaire judiciaire. C'est quoi l'âme, enfin comment ces personnes-là se jettent dans un truc qui va évidemment les cramer, enfin voilà, ils savent les dangers et comment la soif de l'argent, du pouvoir peut entraîner vers des excès absolument hallucinants, quoi. Tarallo, qui est un des trois Delphes qui, je veux dire, il était, ça n'en finissait plus. Il avait une villa en Corse, il faisait venir des oliviers centenaires de je ne sais où, enfin, avec tout ça, avec l'argent de la boîte, quoi. C'était vraiment hallucinant, quoi. Hallucinant. Et quand on a terminé le film et qu'il allait être diffusé sur Canal, il y a eu une bataille avec l'avocat de Tarallo qui voulait interdire le film parce que il voulait pas qu'on en parle, évidemment. Mais voilà, c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est au-delà de raconter une affaire politico-judiciaire, c'est comment, une fois de plus, c'est l'intérêt pour l'autre dans sa différence et quel est le moteur de ces personnes-là. Ça peut être aussi un criminel, ça peut être toutes sortes d'individus qui sont mus par des choses qui me dépassent, moi. Et justement, sur ces sujets plus politico-judiciaires, oui, plus tricky, on va dire, pour produire ce genre de sujet pour Canal+, oui, qui se frotte à la réalité politique, oui, de la France, est-ce que c'est pas très compliqué ? Est-ce que la pression, est-ce que la réalité de vraiment le faire et de vraiment sortir le film vous expose pas à des pressions? C'est ce que vous aimez? Ah, ça, j'ai adoré ça. Le fait de prendre le risque de le faire. Moi, quand par exemple, c'était sur quel projet ? Donc celui sur l'affaire Elf, il s'appelle Les Prédateurs, c'est Lucas Bellevaux qui l'a réalisé. Et je crois que c'est sur ce film-là que le mari d'une agent qui lui avait été dans des... C'était un énarque qui travaillait beaucoup avec l'Afrique. Il m'a dit, écoute, tu devrais acheter un gilet pare-balles. Je te déconseille d'aller dans des sous-sols à partir de maintenant. Tu sais que tu es sur écoute. Je dis, bah oui, mais j'avais pas peur en fait. J'avais pas peur. Et je trouvais plus important de faire aboutir cette fiction, de faire sortir... Alors, ça avait été jugé, hein, donc ça n'a pas eu d'impact sur le jugement, évidemment. Et puis on peut pas faire un film sur une affaire qui n'est pas jugée, c'est trop risqué. Mais je trouvais ça justement assez... c'était un défi que j'aimais bien, de pouvoir traverser ça, de pouvoir traverser la bagarre avec les avocats, les interdictions, et d'arriver à faire le film. C'est une forme de liberté, quoi. Pour moi, la liberté, c'est la valeur numéro 1 dans ma vie. Et voilà, c'est la liberté d'expression, c'est ça au cœur. Et le film sur les anonymes de Pierre Scheller sur les nationalistes corses, quand je suis allée voir Canal et qu'on a décidé de le mettre en production, donc ça veut dire une fois que le scénario est accepté, etc., ils m'ont dit, bon, évidemment, tu ne vas pas tourner en Corse. J'ai dit, évidemment que je vais tourner en Corse. Finalement, vous avez ces deux côtés de faire et de faire. Oui. Finalement, vous êtes productrice, mais vous êtes aussi auteur. Qu'est-ce qui vous pousse à accompagner des auteurs ? En fait, je pense qu'au final, le métier de productrice prend le pas sur le reste, alors que ce n'est pas ce que je veux profondément. Mais ça, c'est ma bataille intérieure. C'est-à-dire qu'en fait, je reviens au trauma fondateur qui était la disparition de mon père,
Mon père avait fait le choix à un moment donné de quitter l'éducation nationale, parce qu'il était enseignant, pour devenir chanteur d'opéra. Il a eu une carrière courte, mais quand même avec une grande reconnaissance de son talent de chanteur. Et puis il est mort. Et je parle de ça parce que je pense que dans la manière dont les choses se sont faites intérieurement, à un moment donné, j'ai fait le choix aussi de faire un métier qui est très structuré, où j'accompagne les œuvres des autres, parce que peut-être vivre de mes propres œuvres était trop risqué. Quand on est artiste, moi c'est dans mon filtre à moi et ma manière de voir les choses. Je ne vais pas faire de la psychanalyse de comptoir, mais en gros, mon père a pris le risque de vivre son art jusqu'au bout. Il en est mort, je caricature. Mais moi, avant ça, je me destinais à être, en l'occurrence, c'était violoncelliste, puisque j'ai fait beaucoup de violoncelle et mon père m'accompagnait beaucoup dans cet apprentissage et lui, il pensait que j'allais être musicienne, en fait. Et puis ça s'est arrêté, moi j'ai tout arrêté. Et en fait, j'ai fait le choix quand même de faire des études très sérieuses, un métier quand même très... avec une entreprise, un truc très pragmatique et où j'accompagne les œuvres des autres. Et en même temps, effectivement, il y a ces trajectoires parallèles dans la peinture, l'écriture, mais où finalement, je n'accorde pas une place aussi grande que je le souhaiterais à ces chemins de traverse, pour en faire un chemin principal. Peut-être que j'y arriverai un jour, mais bon, les années passent et pour l'instant, je suis avant tout productrice et j'accompagne les œuvres des autres. Merci beaucoup, Florence. Merci, d'être Olivier. venue ce matin. Bertrand Burgalat, vous venez d'écouter Florence Dormois. Alors, pouvez-vous nous dire quel impact, quelle résonance ont ces mots sur vous ? Il y a beaucoup de choses. J'ai trouvé ça passionnant. Enfin, tout ce qu'elle me dit, bien évidemment, ça m'évoque des choses. Quand elle parle de ses parents, de la disparition de son père. Ma mère était chanteuse lyrique. Donc, enfin, il y a tout un contexte personnel, évidemment, qui résonne. Elle parle de Toulon. Ma sœur vivait à Toulon. Donc, il y a des choses qu'elle évoque que je peux comprendre à ma façon. Quand elle parle du préfet Erignac, bien sûr. Mon père était en poste en Corse avant le préfet Erignac, mais à un moment où cette violence commençait à apparaître. Elle nous paraissait presque normale parce que mon père avait souvent été dans des postes un peu exposés. Il avait été sous-préfet en Haute-Kabylie, à Oran, en Algérie, et il aimait la dimension humaine de ces postes-là. Donc, ça m'a fait penser d'ailleurs qu'il y a un mort dont j'ai jamais entendu parler. Quand on était à Ajaccio, il avait un chef de cabinet, Pierre-Jean Massimi. Moi, il me faisait penser un peu à Delon, dans ses côtés un peu borderline peut-être, mais c'était étrange. Et Massimi a été assassiné en 83 au moment où mon père est mort. Mon père est mort d'une rupture d'anévrisme. À peu près au même moment, Massimi a été assassiné par le FLNC. Et c'est aussi un haut fonctionnaire. Personne n'en a jamais parlé. Et, évidemment, ce qui s'est passé avec le préfet Erignac est atroce, lamentable. Mais j'ai repensé à Massimi, qui est un mort un peu oublié. Il y a eu beaucoup de morts en Corse, donc ça m'y a fait penser. Il y a beaucoup de choses qu'elle a évoquées aussi, à travers l'affaire Elf, que j'ai connu certains des protagonistes dont elle parle, donc ça m'a beaucoup intéressé. Et je trouve que aussi ce qu'elle peut dire sur la fonction de producteur, je trouve qu'elle est un très bon contre-exemple. C'est-à-dire que moi, en tant que musicien, je travaille sur des musiques de films où parfois j'ai des producteurs qui sont pas du tout comme elle, qui croient pas souvent beaucoup aux films qu'ils vont faire. Et donc, quand on voit des personnes comme elle qui ont un vrai rôle, c'est-à-dire qui ont un rôle de catalyseur créatif à travers la production, c'est très réconfortant. Je trouve ça assez génial. On a envie de travailler avec elle. Peut-être une rencontre à organiser. Voilà, mais voilà des choses un peu en désordre, mais il y a plein d'autres choses dans ce qu'elle a dit que j'ai trouvé, j'ai trouvé tout intéressant. Mais évidemment, ça me parlait beaucoup. Merci beaucoup, Bertrand. Merci.